Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. Dans une tribune publiée par le journal français Le Figaro, M. Xavier Drioncourt, ancien ambassadeur français à Alger, s'est posé une question pertinente sur les conséquences d'un effondrement de l'Algérie en France, avec une optique très critique du système de gouvernance en Algérie. L'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute? Point d'interrogation. L'ancien ambassadeur de France à Alger tire un bilan extrêmement critique des 3 années du mandat présidentiel d'Abdelmadjid Tebboune et redoute les répercussions de la situation politique algérienne en France. Cela fait maintenant 3 ans qu'en Algérie, Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République. 3 ans, et à Alger, on pose la question d'un deuxième mandat. Quel bilan de cette présidence? Quelles leçons ont tiré pour la France? Se pose la question Monsieur Drioncourt. Il continue: mon amitié pour l'Algérie comme mon respect pour le peuple algérien m'oblige à rappeler quelques évidences sur la réalité politique, les illusions françaises et les conséquences de celles-ci. S'il fallait résumer brièvement et brutalement la situation, je dirais que l'Algérie nouvelle, selon la formule vogue à Alger, est en train de s'effondrer sous nos yeux et qu'elle entraîne la France dans sa chute, sans doute plus fortement et subtilement que le drame algérien avait fait chuter en 1958 la 4e République. La réalité algérienne n'est en effet pas celle que nous décrit le régime corrompu de Bouteflika est tombé en 2019, et après des soubresauts comme dans toute révolution, l'Algérie issue du Hirak Bini serait, nous dit-on, progrès, stabilité et démocratie. Or, tous les observateurs objectifs constatent que depuis 2020, après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage, celui d'un système militaire formé, on l'oublie, aux méthodes de l'ex-URSS. Brutal, tapis dans l'ombre d'un pouvoir civil sans doute autant affairiste que celui qui l'a chassé, obsédé par le maintien de ses privilèges et de sa honte, indifférent aux difficultés du peuple algérien. La répression qui s'est abattue sur le pays, répression élaborée et mise en œuvre par une armée qui ne cesse de glorifier les combats contre la France, ennemi éternel, a fini par avoir raison des espoirs mis un temps dans le Hirak pour une démocratisation du pays. Sont aujourd'hui dans les prisons algériennes non seulement les politiques, fonctionnaires et militaires liés à l'ancien régime et auxquels l'armée nationale populaire doit son statut actuel, mais aussi les journalistes qui ont eu le tort d'écrire des articles hostiles ou réservés sur le régime, et ceux qui naïvement ont posté sur les réseaux sociaux un jugement ou une opinion dissidente. Le Covid, dès mars 2020, avait permis à l'armée de commencer le nettoyage politique. Les circonstances internationales, la guerre en Ukraine, lui ont permis de mettre définitivement le pays au pas, par confort ou opportunisme, mais surtout par aveuglement à Paris, nous fermons les yeux sur la réalité algérienne. Nous faisons mine de croire que le pouvoir algérien est légitime, à défaut d'être démocratique. Que le discours anti-français est un mal nécessaire, mais transitoire. Que la démocratie est un apprentissage qui prend du temps, rajoute. M. Drioncourt conclut sa tribune, comme il l'a commencé, par une question. L'Algérie reste un problème pour la France. Elle s'effondre, mais risque d'entraîner Paris dans sa chute. La 4e République est morte à Alger. La 5e succombera-t-elle à cause d'Alger? Quelle est donc la nature du problème algérien? Est-il menacé ou menaçant pour l'extérieur? C'est ce que nous essayerons de comprendre avec nos invités dans cette émission.
l'Algérie, la nature de son problème est-elle menacée ou menaçante pour l'extérieur? C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir professeur Mahmoud Senadji, militant politique universitaire mais aussi militant politique. Et, il est avec nous depuis Strasbourg via Skype. C'est Mahmoud Senadji, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Alors, bonsoir Monsieur Joudé, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je salue aussi l'ensemble des invités et celles et ceux qui nous suivent dans cette émission. Merci beaucoup Monsieur Senadji, c'est toujours un plaisir aussi de vous avoir dans cette émission. On aura le plaisir aussi d'accueillir depuis Alger Monsieur Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous par téléphone, on me dit. Donc Karim Tabou est avec nous. C'est Karim, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Merci de l'invitation. Mes salutations chaleureuses à notre professeur M. Mahmoudi et à nos téléspectateurs et à tous les invités. Merci Karim Tabou. Et on aura aussi le plaisir d'accueillir le professeur Nordine Afsat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. C'est Nordine, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Bonsoir Sénassar, salam alaikum à toi et à tout le staff de Mararibia, ainsi que vos invités, c'est Senadji et c'est Karim Tabou, et aussi je salue tous nos compatriotes algériens. Merci Senordine. Barakallahu fik. Monsieur Senadji, je vais commencer cette émission avec vous. Ma première question, bien sûr, quelle est votre lecture par rapport donc à cette tribune de l'ancien ambassadeur français à Alger, Monsieur Xavier Driancourt, qui se pose la question donc sur la menace de l'effondrement de l'Algérie sur la France. Driancourt était ambassadeur de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020. Sans oublier aussi que le pouvoir français, il a aussi soutenu le 5e mandat. Donc, qu'on le veuille ou non, Xavier Driancourt, il parle à partir d'un lieu qui est la France. Et déjà, lorsqu'il parle de l'effondrement, il pense principalement aux répercussions sur la France. Mais avant réellement de revenir sur cette menace sur la France, moi j'aimerais parler sur la première question que vous avez dite concernant la nature de ce pouvoir. Il faut considérer que la nature du pouvoir en Algérie, ou bien que la nature du problème en Algérie, est un problème de souveraineté. Et je le dis, je le répète, c'est un problème de souveraineté. Il s'agit en effet de savoir qui est souverain en Algérie. Est-ce que vraiment le peuple est souverain en Algérie? Non. Le seul souverain en Algérie, c'est ce pouvoir oppressif et cette mafia des généraux, ou bien l'Algérie des généraux qui s'impose par la force, par l'oppression économique, sociale et politique. Donc, le véritable problème en Algérie, c'est un problème de souveraineté. Qui est souverain en Algérie? Et c'est de cette manière-là qu'il faut poser le problème de souveraineté. Si on le pose différemment, les conséquences seront très lourdes. Lorsque M. Xavier Driancourt parle de l'effondrement, il va directement sur les conséquences de cet effondrement sur la France. Mais lorsqu'on parle de l'effondrement de la société algérienne, l'effondrement implique la dislocation totale de l'Algérie. Ce pouvoir, pour moi, est une menace avant tout pour le peuple algérien. C'est cette menace qui est véritable. Nous avons hérité en 1962 d'un pays, d'un territoire. Nos pères se sont sacrifiés pour unir ce pays. Notre véritable mission maintenant, c'est de sauver cette unité. Le but, ce n'est pas que l'Algérie s'effondre. Notre véritable mission, c'est d'éviter l'effondrement. Et le Hirak révolutionnaire de l'Algérie de peuple, ce qui s'est passé de 2019 jusqu'à maintenant, il y a un sursaut populaire
qui a atteint un degré de maturité politique qu'on n'a jamais atteint dans notre histoire. Parler de l'effondrement de l'Algérie à l'intérieur de cette vision du Hirak qui est unitaire, globale, massive, démocratique et pacifique, c'est aller à l'encontre du Hirak lui-même. Parce que le Hirak, moi je dis le Hirak révolutionnaire pour parler du 12-12-2019. Ce Hirak en soi, il est né pour éviter l'effondrement. Et c'est ça notre mission. Parce que parler des conséquences de l'effondrement, c'est comme si acter celui-ci. Notre mission, c'est d'éviter l'effondrement. Et ce système, il porte en soi cette menace. Ça, il faut le reconnaître. La menace de l'effondrement existe. Mais notre mission véritable, c'est de l'éviter. Et le Hirak révolutionnaire qui est né pour la première fois dans notre histoire, l'opposition, la résistance contre ce système n'a jamais cessé, comme cela a été le cas contre le colonialisme. Depuis 1962, la résistance n'a jamais cessé contre ce système oppressif qui s'est imposé par la force en 1962. Donc la résistance a toujours existé, mais cette résistance, elle n'a jamais été globale. On a eu la résistance dans les années 60. C'était les individualités révolutionnaires qui ont participé à la guerre de libération qui étaient des opposants. En 70, on avait l'opposition de gauche. En 80, c'était tout un mélange social. Et puis en 90, on avait une opposition islamique. Et en 2019, nous avons une opposition démocratique, globale et massive. C'est ça qui nous sort. Nous sommes les héritiers d'une résistance qui atteint sa maturité à travers ce Hirak révolutionnaire qui veut unifier l'Algérie avec toutes ses composantes, il est démocratique. Donc, il ne faut pas parler de l'Algérie après l'effondrement. Notre rôle, c'est d'éviter l'effondrement et de sauver l'Algérie. Et c'est vrai, qu'on le veuille ou non, ce pouvoir représente une menace véritable. Mais avant tout, cette menace, elle est sur le peuple algérien. On va revenir sur aussi d'autres questions, professeur Mahmoud Sennadji. Mais je vais passer la parole à notre ami Karim Tabou. Karim Tabou, est-ce que vous partagez l'avis de professeur Mahmoud Sennadji qui dit que le problème, la nature du problème en Algérie est un problème de souveraineté, mais aussi, qu'est-ce que vous en pensez de cette question qui a été posée par l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt? L'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute? Karim Tab. Oui, je soutiens, même si par moment on utilise d'autres mots, on utilise des mots différents, mais en fait pour dire la même chose. D'abord, concernant la déclaration de Driancourt, qui d'ailleurs n'apporte rien de nouveau au constat que nous avons fait depuis très longtemps sur les risques qu'encourt le pays dans sa gestion actuelle, dans la nature du pouvoir actuel, et en essayant de regarder l'avenir de ce pays dans ce qui forme aujourd'hui le monde qui vit de graves turbulences et qui est mouvant, qui est en train de tracer des sillons stratégiques d'avenir sur des années, on constate bien que notre pays est en marge et plus encore, il a presque pris à contresens le chemin de l'histoire. Concernant la déclaration de Driancourt, on remarque bien, en tout cas, qu'il y a un problème entre les déclarations des officiels et leurs déclarations quand ils ne sont plus en poste. Moi, au fait, je fais remarquer deux exemples. Ils ont eu deux parcours différents, mais nous les avons à l'épreuve de leurs déclarations, de leur regard vis-à-vis de l'Algérie. Ils ont toujours conclu à la nécessité de défendre les intérêts de la France, de leur pays,
Et puis, comme l'a si bien signalé M. Snadji, lorsqu'ils sont en poste, ils soutiennent les intérêts de leur pays. Et plus encore, ils ont toujours considéré que les intérêts de leur pays dépendent du maintien du pouvoir en place, puisque le pouvoir en place facilite mieux les intérêts, facilite mieux l'accaparement et l'hypothèque de tout un pays. Je donne cet exemple. Il y a eu par le passé Bernard Kouchner, par exemple, en sa qualité de militant politique, militant du Parti socialiste. Moi, je me souviens avoir même assisté à l'une de ces conférences abordant la question de l'assassinat d'Alim Sili. Il avait beaucoup de signes de sympathie, il avait beaucoup de positions exigeant la vérité, la justice sur l'assassinat d'Alim Sili. Mais par la suite, quand il est devenu, quelques mois après, ministère des Affaires étrangères, eh ben, devant l'arrestation de Hassani, si vous vous souvenez, l'épisode de l'arrestation d'un officier algérien qui s'occupait du protocole au niveau de la présidence et que certains témoignages avaient donné pour complice, sinon un des commanditaires de l'assassinat d'Alim Sili, eh ben Bernard Kouchner en poste avait tout simplement soutenu les autorités algériennes, le pouvoir algérien, et il a complètement abandonné les valeurs et les idées qu'il proclamait juste avant. Eh ben, inversement, Driancourt était ambassadeur, en ma qualité d'ancien responsable dans un parti politique. Il y a eu des occasions où nous avons rencontré beaucoup d'ambassadeurs. Eh ben, quand ils arrivent à peine à dire qu'on est gêné de ne pas pouvoir exprimer notre point de vue, en aparté, bien sûr, et ils disent tous que ils comprennent pas, le pays est en crise, le pays est en panne, etc. Mais quand ils sont en poste, ils sont là, ils organisent les protocoles, ils organisent les rencontres, ils font des déclarations, ils appuient le pouvoir, et vous remarquez très bien que, entre guillemets, la déraison de l'État a pris le dessus sur la raison des peuples. C'est-à-dire, au fait, quand l'intérêt des États, les relations au niveau officiel, les intérêts, l'odeur du gaz, l'odeur du pétrole, l'odeur des affaires, prennent le dessus sur les valeurs humaines, sur la démocratie, sur les droits de l'homme. Et je pense que sa déclaration, il faut la prendre de ce point de vue, c'est-à-dire voir très clairement qu'une grande partie de sa déclaration, c'est un vécu, c'est une réalité dans ce pays, mais ne pas se faire d'illusions quant au fait que la révolution, le changement, les luttes que nous devons mener, c'est nous qui devrons les mener et c'est nous qui devrons, comme l'a si bien souligné notre professeur, il s'agit de mener des batailles pour que justement ce pays ne s'effondre pas. Il faut que... Mais Karim Tabou, est-ce que... excusez-moi Karim Tabou, est-ce que vous pensez aussi... Est-ce que vous pensez que l'image qui est véhiculée à l'étranger, surtout, et là je parle du régime algérien, est importante pour lui? Et on est en train de voir ces derniers temps des déclarations qui n'ont jamais été faites auparavant, comme la déclaration du président Macron qui a qualifié le système en Algérie de système politico-militaire fatigué. On a vu l'édito du journal Le Monde, qui est un journal très connu dans le monde des médias et de la presse mondialement, qui a fustigé le système en Algérie, mais aussi cette dernière sortie de Xavier Driancourt. Est-ce que vous pensez que tout cela ne pèse pas sur le régime algérien ? Non, d'abord, il va falloir faire une distinction entre l'expression de l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion publique, des intellectuels, des journalistes, et les prises de position des institutions officielles. Vous avez bien remarqué qu'à la suite de la déclaration de Macron, il y a eu une enchère qui s'est déclarée, mais très vite, très d'autres avaient besoin des affaires.
et puis en sous-table tout s'arrange. Lorsque vous avez de part et d'autre des besoins et des intérêts, vous savez, ce qui se passe dans le pays, si les gens ne le voient pas, ne se sentent pas concernés. Et d'ailleurs, la situation du pays, assez souvent, et le pouvoir, et même une partie des officiels étrangers, on nous oppose à chaque fois le concept de la stabilité, du pouvoir qui continue quand même de maîtriser la situation, mais même la notion de la stabilité, on n'a pas la même définition de la stabilité, parce que pour certains pays occidentaux, ils veulent faire du régime algérien un poste avancé de garde contre l'immigration clandestine et un pays à portée de main parce que c'est un pouvoir illégitime. Donc c'est un pouvoir sur lequel on peut facilement exercer des pressions et soutirer des intérêts. Et voilà, lorsque on considère les pouvoirs du Sud comme étant des sous-traitants sécuritaires, et on en a besoin d'eux que pour servir de digue, que pour servir de poste avancé, la notion de stabilité change de sens quand il s'agit des peuples, parce que un peuple qui se voit réduit dans tous les espaces de vie, qui n'a pas ses libertés, qui ne vit pas pleinement sa richesse et qui ne bénéficie pas des avantages naturels du pays, et que des sommes colossales sont dépensées et il n'y a pas d'impact positif sur les populations, la notion de la stabilité, lorsqu'on sait que les pouvoirs successifs sont le résultat de coups de force, de coups d'État, de détournement du suffrage universel, d'atteinte grave aux libertés, d'assassinat politique et tous ces éléments-là, ignorer la nature de ces régimes, c'est se moquer des gens, au pire, c'est faire preuve de racisme à l'égard des peuples du Sud. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. On va donner la parole à Nourdine. On s'excuse, peut-être qu'on a tardé un peu. Nourdine Aoussat, juste un passage dans la tribune, bien sûr, du Figaro, les mots de Xavier Driancourt. Et là, on regarde juste cette vidéo et je reviens à vous très rapidement. S'il fallait résumer brièvement et brutalement la situation, je dirais que l'Algérie nouvelle, selon la formule en vogue à Alger, est en train de s'effondrer sous nos yeux et qu'elle entraîne la France dans sa chute, sans doute plus fortement et subtilement que le drame algérien n'avait fait chuter en 1958 la 4e République. Nourdine, qu'est-ce que vous en pensez de ce passage ? Avant de donner mon avis sur ce passage, j'aimerais juste souligner à nos amis téléspectateurs, téléspectatrices, qu'il s'agit d'une tribune. Ce n'est pas une interview. Il y a une différence entre publier une tribune et répondre à une sollicitation des journalistes. Donc là, Xavier Driancourt avait quelque chose à dire et a publié une tribune qui est assez grande. Elle fait plus d'une demi-page d'une grande page du journal Le Figaro. Et je fais remarquer aussi qu'il y a un peu moins d'un mois, ou tout juste un mois, ce même ambassadeur, Xavier Driancourt, a publié un livre en collaboration avec d'autres sur les accords d'Évian et comment les accords d'Évian ont été accueillis par certaines chancelleries étrangères. Donc il a consulté les archives et on en a sorti quelles étaient les impressions ou les positions de certaines chancelleries. Donc c'est son deuxième livre en une année.
Xavier Driancourt a publié en début d'année L'énigme algérienne et en fin d'année 2022, il publie un autre livre, bien que en volume était bien moins grand. Donc, il faudrait regarder cet ambassadeur et ce qu'il cherche à montrer, à exprimer avec, je dirais, un peu plus d'objectivité. Et c'est quelqu'un qui connaît bien, je terminerai par là, pour cette introduction, et je répondrai ensuite à votre question, Sénassal. C'est quelqu'un qui a fait deux fois deux missions en Algérie, comme l'avait souligné tout à l'heure Sisson Hadji. Donc 2008-2012, il est parti ailleurs, il a occupé des postes administratifs, des grands postes administratifs au niveau du Quai d'Orsay, puis il est revenu à un moment crucial, 2017-2020. Donc, il faut faire un peu très attention. Bien entendu, qu'un ambassadeur a pour principale mission de défendre les intérêts de son pays. Mais faisons remarquer toutefois, à part, je crois, Bajolet, qui, lui, il est dans les services, qui a consacré un petit chapitre dans son dernier livre à l'Algérie, c'est le premier ambassadeur qui parle aussi longuement et aussi profondément et qui fait des déclarations orales ou écrites sur l'Algérie, et ça ne peut être que du bien pour l'opinion, parce que nous le savons tous combien les ambassadeurs français sont introduits dans leurs relations avec le pouvoir et combien ils détiennent des informations. Voilà. Donc sinon le passage effectivement, il y a beaucoup de réalisme dans ce passage. J'aurais aimé, moi je l'avais exprimé il y a 1 ou 2 ans de cela, que si le Hirak avait réussi, le Hirak aurait imposé effectivement la chute de la 5e République et l'avènement de la 6e République. Autrement, mais là, Xavier Driancourt le voit autrement, que la chute de ce pouvoir ou l'effondrement de ce pouvoir qui n'est pas l'effondrement de l'Algérie. Bon, il dit l'Algérie s'effondre. Non, en fait, c'est pas l'Algérie qui est en train de s'effondrer, c'est le pouvoir, c'est le régime, c'est le système politique qui est en train de s'effondrer, et bien entendu, les conséquences pour lui, ça sera un exode massif des Algériens vers la France, et ce n'est pas une vue de l'esprit, et ce n'est pas non plus, je dirais, un scénario catastrophique, c'est un scénario qui est tout à fait possible, et c'est pour cette raison que lui, en tant que Français, connaissant l'Algérie, il tire la sonnette d'alarme de son pays. Très bien. Juste un petit passage, Sénourdine, très rapidement, avant de revenir à Si Mahmoud. Tous les observateurs objectifs constatent que depuis 2020, après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage, celui d'un système militaire formé, on l'oublie, aux méthodes de l'ex-URSS, brutal, tapis dans l'ombre d'un pouvoir civil sans doute autant affairiste que celui qui l'a chassé, obsédé par le maintien de ses privilèges et de sa rente. C'est Nordi. Absolument, je souscris totalement, 100% à ce constat, à cette analyse de ce monsieur. Et absolument, nous l'avons nous-mêmes, indépendamment de cette République, souligné que le pouvoir a montré son refus pour tout changement, quel qu'il soit, même le plus pacifique, même, je dirais, le plus coopératif, même avec l'accompagnement du peuple et l'acquiescement du peuple. Il veut nullement de changement. Et c'était la tribune, je pense, d'une universitaire algérienne qui a été publiée il y a 2 semaines dans le journal Le Monde. Je dirais une analyse d'une académicienne, froide, objective, rationnelle. Ce pouvoir refuse de changer, et ce pouvoir est incapable de changer. Donc un pouvoir qui est incapable de changer, il ne recèle pas, il ne
porte pas en lui les mécanismes du changement, ni la volonté du changement. Qu'est-ce qui reste? Il reste, bien entendu, c'est l'implosion et l'effondrement. Il a tout à fait raison. Donc, il faut faire très attention. Ce pouvoir-là ne veut pas changer. Ce pouvoir algérien est incapable de changer. Donc, c'est au peuple, c'est aux forces autres que le pouvoir et ceux qui gravitent autour du giron du pouvoir de prendre leurs responsabilités. Et quand il dit, M. Senadji, que le Hirak, le sursaut de Hirak était historique et c'était une démonstration pour sauver l'Algérie, Senordi. Oui, je ne suis pas d'accord, tout à fait d'accord quand il parle de souveraineté. La souveraineté, elle n'est pas univoque. La souveraineté, elle est multiple. C'est siyada, être souverain sur quelque chose. Être souverain politiquement, industriellement, économiquement, etc., alimentairement, etc. Le problème, le véritable problème, le nœud du problème algérien, c'est sa légitimité. C'est un pouvoir qui veut par l'autorité, par l'autoritarisme, par la brutalité, par la manipulation, par la propagande, faire semblant de gérer les choses alors qu'il ne gère rien. Donc il faudra que voilà. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord. On va donner c'est Nordine, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. On va donner juste la parole à Mahmoud. Peut-être qu'il voudra vous répondre sur ce point. Monsieur Senadji. Moi, lorsque je parlais de souveraineté, j'avais aussi dans la tête la même question qui a été posée en 1927 dans le cas de l'ENA par Misaël Hel, dans son discours à Bruxelles, au Palais des Grands, lorsqu'il a dit en 1927 l'indépendance de l'Algérie. C'est là qu'il a posé le véritable problème. Le problème en Algérie, c'est un problème de souveraineté. Pour moi, la période coloniale, elle ressemble à celle-ci. À l'époque, c'était la souveraineté de l'impérialisme français contre la souveraineté du peuple algérien. Aujourd'hui, nous avons la souveraineté de cette armée des généraux et de cette mafia qui impose sa volonté contre celle du peuple. Donc, la souveraineté du peuple, elle est encore absente. Et tant que celle-ci, elle est absente, donc il y a une défaillance dans la légitimité du pouvoir. Le pouvoir en Algérie n'a jamais été légitime. La légitimité politique, elle lui fait une défaillance. C'est cette absence de légitimité qui est à l'origine de tous nos problèmes. Donc, poser le problème de souveraineté du peuple, elle s'impose d'elle-même et on ne peut pas poser le problème de l'Algérie à l'extérieur de la souveraineté. Et lorsque je parlais du Hirak, le Hirak révolutionnaire, moi je fais la différence entre le Hirak de 22 février jusqu'au 12 décembre, avec, lorsqu'on dit le Hirak béni, le Hirak qui a apporté Tebboune Mzawar. Donc, pour moi, il y a deux moments du Hirak. Le Hirak de 22 février à 2019 et le Hirak de 2019 jusqu'à maintenant qui veut restaurer la souveraineté populaire. Moi, je vais revenir sur la tribune de Xavier Deriancourt. Lorsqu'il dit qu'on a connu le vrai visage du pouvoir, bien du régime, bien du système. Je suis tout à fait désolé. Les Algériens connaissent le vrai visage du pouvoir depuis 1962. Il s'est imposé par les armes, il s'est imposé par la force. Et depuis 1962, la force a toujours imposé son diktat sur le peuple. Ce pouvoir, lorsqu'on a dit ce pouvoir criminel en 2001, en 1988, ce pouvoir a tiré, cette armée a tiré sur le peuple en 1988. Elle a déstructuré l'Algérie et elle a anéanti réellement toutes nos richesses et l'Algérie lui-même. Le vrai visage de ce pouvoir, on l'a vu, on le voit depuis 1962. Lorsqu'il dit on a connu le véritable visage du pouvoir, sa source, c'est-à-dire que c'est un pouvoir brutal. Il essaie de lier cette brutalité en essayant de dire que ces officiers se sont entraînés ou bien que reproduisent le système du KGB. Je suis tout à fait en désaccord avec lui. On n'a pas de russophones en Algérie dans l'équipe militaire.
cette brutalité, pour moi, n'est que la brutalité coloniale. Ce système reproduit les mêmes méthodes, la même vision, le même regard qui était porté sur l'Algérien. Il est porté aussi par cette culture militaire. Le mépris de l'Algérien, il est là. La destruction de l'Algérie, elle est là. On a exproprié l'Algérien dans la période coloniale. On a pris nos terres. On a exploité nos pères. On a détruit le code de l'indigénat. Il n'y a aucune différence déjà entre les lois répressives et le code de l'indigénat. Pour moi, ce n'est pas... Mahmoud, dans un passage, je m'excuse, dans un passage aussi, il parle que le régime algérien a fini par avoir raison des espoirs mis un temps dans le Hirak. On écoute juste cette vidéo, ce passage, et je reviens à vous, Simon. La répression qui s'est abattue sur le pays, répression élaborée et mise en œuvre par une armée qui ne cesse de glorifier les combats contre la France, ennemi éternel, a fini par avoir raison des espoirs mis un temps dans le Hirak pour une démocratisation du pays. C'est Mahmoud Senhadji, est-ce que vous pensez donc que le système a fini avoir raison, comme il le dit Xavier Driancourt dans sa tribune, par rapport au Hirak, bien sûr, aux espoirs du Hirak? Il se trompe et moi je m'inscris en opposition radicale de son analyse. Et pour cette raison que je vous ai dit, il y a deux moments du Hirak. Il y a le Hirak bédinique qui s'est arrêté en 2019. Il y a le Hirak révolutionnaire qui est en train de s'organiser, qui est en train réellement de s'implanter pour libérer, parce que le processus de libération n'est jamais un processus statique. 1962, c'était l'indépendance de l'Algérie et la résistance contre ce pouvoir et ce système n'a jamais cessé. Elle est arrivée à un stade depuis 2019 où pour la première fois, comme je vous l'ai dit, nous avons un Hirak unitaire, global et massif et démocratique. Qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons un système illégitime, mafieux, destructeur, qui ne porte aucune valeur ni humaine ni nationale. Comme le colonialisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont détruits au nom de la civilisation. Ce pouvoir nous a détruits au nom du nationalisme. Et ce nationalisme, il ne l'a jamais porté en lui, parce que la preuve, elle est là. Donc, ce pouvoir-là, n'ayant aucune légitimité, le Hirak révolutionnaire depuis 2019, il est en train de s'organiser. Il a appris réellement, il a compris que nous avons, qu'on le veuille ou non, en Algérie, on a deux Algéries. On a l'Algérie des généraux avec le club des pains et on a l'Algérie du peuple avec le Kasbassa de ségrégation et l'ensemble réellement du peuple. On est réellement, pour moi, dans la même problématique que nous avons vécue dans la période coloniale. La situation, certes, elle est tragique en Algérie. On a un pouvoir oppressif, destructeur, qui ne porte aucune vision, ni pour l'Algérie, ni pour le peuple. Il est une véritable menace pour l'Algérie et pour le peuple. Je vais revenir à vous, on va donner juste la parole à notre ami Karim Tabou. Karim Tabou, dans un autre passage, il parle bien sûr de ses conséquences, mais aussi de la situation en Algérie. Et là, je vous fais juste écouter ce passage et je reviens à vous, Karim Tabou. L'Algérie va mal, beaucoup plus mal que les observateurs ou les rares journalistes autorisés le pensent. 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir et fuir. Partir où? Si ce n'est en France, où chaque Algérien a de la famille. On ne compte plus aujourd'hui ceux qui demandent un visa dans le seul but de ne faire qu'un aller simple.
c'est-à-dire de rester d'une façon ou d'une autre en France, avec l'espoir d'être un jour régularisé. Karim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez de ce passage? L'Algérie va mal, mais aussi 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir et fuir. Karim Tabou. Je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'objectivité des choses qui sont là et qui sont remarquables par n'importe quelle personne. Moi, personnellement, je l'ai relevé une petite malhonnêteté intellectuelle dans le texte de Driancourt. Je m'explique. Au-delà de l'apparence, il fait un descriptif de la situation, la nature du pouvoir, les risques d'effondrement, ce désespoir, entre guillemets, de gens qui veulent partir. En tout cas, ce constat, il est là, il est vrai. Et à la différence, c'est que nous, les Algériens, avons la responsabilité de défendre notre pays, de défendre notre jeunesse et d'aller vers la mise en place d'un État démocratique, d'un État de droit qui protège les intérêts des Algériens. Mais la malhonnêteté, je l'ai ressentie à un niveau qui est le suivant. Connaissant le contexte international aujourd'hui, lorsque Driancourt fait un alignement, et il le souligne, entre le pouvoir d'Alger et sa ressemblance avec le système de Poutine et le système russe, je ne pense pas que ça soit fait d'une manière innocente. Parce que l'idée qui est en train d'être véhiculée est que, finalement, l'Algérie et le soutien de la Russie, et d'ailleurs à la suite de la demande des membres des congrès américains sur les sanctions probables à prendre contre le régime d'Alger, on voit très bien que finalement la France officielle joue le rôle suivant. D'un côté, elle porte un jugement sur la nature du pouvoir, non pas pour défendre la démocratie en Algérie, non pas pour défendre le Hirak, non pas pour être d'accord avec les ambitions démocratiques du peuple algérien, mais ça va tout simplement servir de moyen de pression. Et puis le deuxième est que face aux exigences américaines concernant le régime algérien, eh ben finalement le sauvetage, le sauveur du régime algérien va être tout simplement la France, encore une fois, qui va intercéder et qui va rendre le pouvoir algérien un pouvoir fréquentable sur la scène internationale. Lorsque vous voyez le chef de l'État français et tout le gouvernement français vient à Alger, à un moment où les gens s'interrogeaient sur la situation des droits de l'homme en Algérie, la situation des libertés, et pire encore, l'effort de guerre que fait l'Algérie en faveur de la Russie, et voilà, la France, finalement, elle est là pour servir de bouffée de sauvetage pour le régime, et elle va être l'éternel intermédiaire entre le régime algérien et la communauté internationale. Vous voyez... Mais Karim Tabou, dans un passage, il est en train de critiquer ses positions. Je vous rends la parole tout de suite. Par conforme ou opportunisme, mais surtout par aveuglement à Paris, nous fermons les yeux sur la réalité algérienne. Nous faisons mine de croire que le pouvoir algérien est légitime à défaut d'être démocratique, que le discours anti-français est un mal nécessaire mais transitoire, que la démocratie est un apprentissage qui prend du temps. Il est en train de critiquer ces politiques. Karim Tabou. Non, il est en train de faire le constat à la fois sur la nature du régime algérien et il est en train de faire le constat sur l'attitude des autorités françaises vis-à-vis de ce pouvoir. Il n'apporte rien sur les questions ni démocratiques ni les questions des droits de l'homme, si ce n'est le fait de dire vous aurez pu faire mieux, tout simplement.
Mais bien sûr, M. Aoussat l'a si bien dit, la nature même d'un ambassadeur de sa fonction étant de défendre les intérêts de ce pays. Nous n'allons pas le reprocher aux gens qui défendent les intérêts de leur pays. Par contre, nous le disons avec amertume, avec beaucoup de colère sur le pouvoir algérien qui est en train de défendre beaucoup plus les intérêts étrangers que les intérêts nationaux, que les intérêts du peuple algérien, parce qu'en fait, la nature même du régime. Lorsqu'on a posé la question sur la crise du pouvoir en Algérie, la crise dans ce pays, on a utilisé des mots différents, mais qui disent la même chose. Malheureusement, dans ce pays, et à défaut de mettre un processus par lequel on construit un État et dans lequel le peuple algérien va se retrouver concerné, et à la place de cet État, malheureusement, par une logique de succession de coups d'État et de violence, et on a mis en place un pouvoir à la place de la mise en place d'un État, et on a enraciné dans la tête des gens l'idée que l'armée, c'est l'État, et que l'État algérien, malheureusement, qui n'existe pas, est réduit aujourd'hui aux seules images de l'armée qui a pris la place de l'État et qui se considère elle-même investie de la légitimité de faire ce qu'elle veut. Pas seulement l'armée en tant qu'institution, mais c'est tout l'appareil sécuritaire, c'est-à-dire inclus la police politique, qui a considéré que ce pays est un bien, et c'est un bien à eux, et ils se servent comme ils veulent, et ils considèrent que le peuple est un sujet, tout simplement. Et ils ne veulent pas obéir, ni se soumettre au contrôle, ni à la souveraineté du peuple. C'est clair. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Nourdine, ma dernière question, très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que ce régime algérien, bien sûr, est devenu une menace pour l'extérieur? Très rapidement, Nourdine. Absolument, absolument. Donc l'Algérie, avec 45 millions de ressortissants, avec plus quelques millions d'Algériens vivant à l'étranger, bien entendu, si ces Algériens-là perdent leurs repères, ce sera une menace pour l'étranger. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous l'avons vu avec la pandémie du Covid, avec les problèmes de l'inflation mondiale qui a touché le monde entier en même temps presque. Nous l'avons vu avec la guerre de l'Ukraine, la crise énergétique, la crise climatique. Toutes les questions se pensent, se réfléchissent et s'analysent sur le plan mondial. Le international. On ne peut plus réfléchir et analyser pour les menaces vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de sa stabilité, mais vis-à-vis de l'étranger d'une manière générale. Mais j'aimerais donc rajouter par contre un point sur le Hirak. Tout à l'heure, c'est Sanhadji, je comprends pas quand il dit le Hirak jusqu'en février 2019, ensuite le deuxième Hirak. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul Hirak. Avant 2019, nous étions en chute libre avec un président grabataire et avec les responsabilités du président en main d'une personne qui squattait le Mouradia. Et le Hirak, c'est après. C'est Mahmoud. Pardon? C'est Nourdine. Je suis vraiment désolé, je vous ai coupé la parole. On me dit que le temps de l'émission, on doit conclure, mais je donne 30 secondes chez Mahmoud de répondre à Nourdine par rapport à cette question. Je peux répondre dans une autre manière, mais simplement pour moi, le 12-12-2019, lorsque le peuple, l'Algérie du peuple, pour moi, elle a dit non aux élections et au vote avec les gangs, avec les Sabet. Pour moi, ce refus, c'est un refus politique, et à travers ce refus politique est né le concept de l'Algérie du peuple contre l'Algérie des généraux. Donc c'est comme si cette date, elle est historique, elle sépare deux Algéries, qu'on le veuille ou non, nous avons deux Algéries. On a failli dans la constitution de l'État national.